On parlait il y a quelques jours d'un assassinat orchestré par des représentants du Caucase. Il y a 2 mois donc, mais on n'a pas plus d'informations. Mais personne n'a d'informations là-dessus. Il y a des bruits qui courent, mais personne n'a aucune information. Donc on sait qu'il y a un groupe de Caucasiens qui s'est très très mal pris. Ils sont pris comme des manches. Donc je ne sais pas jusqu'où ils sont arrivés. Parce qu'il aurait provoqué des conflits dans la région? Parce qu'à cause de la guerre? Quel genre de Caucasiens? On pense aux Tchétchènes. Des Tchétchènes. On pense aux Tchétchènes. Enfin, ou des Géorgiens. Non. Voilà. Donc là, franchement, vous, l'ancien du KGB, on est là dans un registre sur lequel il y a des tonnes et des tonnes de désinformation possible. Absolument. Peut-être que ce truc et même cette rumeur qui a été reprise par les services américains, si ça se trouve, elle a été lancée par Poutine lui-même pour des raisons qui nous dépassent. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote sur Brejnev. Brejnev qui était Brejnev, camarade Brejnev. Garçon sympathique. Garçon très sympathique. D'ailleurs, en fait, quand il a fait son coup d'État contre Khrouchtchev en 64, il y avait des gens intelligents, comme chez Lépine, qui prétendaient au premier rôle. Et en fait, ils se bouffaient le nez entre eux. Et ils ont dit, on va nommer d'abord quelqu'un du stupide, qui n'a aucune envergure. Ils ont choisi Brejnev. Et il est resté 18 ans au pouvoir. Il les a tous enterrés. Il les a tous mis à la retraite. Podgorny, Kosygin est mort en 80. Chez Lépine aussi mis à la retraite, etc. Et en fait, Brejnev, à la fin, il était très malade. Et c'est lui qui faisait courir les bruits qu'il était mourant. Pendant 5 ans, il disait la semaine prochaine, il va mourir. Comme ça, les gens qui pensaient le remplacer parce qu'ils en avaient marre, ils disaient à quoi ça sert, puisque de toute façon, il va crever tout seul. Donc pourquoi se mouiller, puisqu'il va disparaître. Il a joué pendant 5 ans avec ça. Est-ce que l'Occident là pourrait essayer d'organiser la mort de Poutine? Est-ce que c'est quelque chose qui a traversé l'esprit? Alors, on n'a pas la réponse, mais c'est... Biden a répondu à cette question cette semaine. Il a dit, nous ne sommes pas là pour... renverser le régime. Ça veut dire qu'elle a confirmé. Vous croyez tout ce que dit Biden? Oui, alors c'est pas bon quand on commence à dire ça. Oui, c'est pas bon de dire ça. Vous êtes un élément déterminant, Guillaume, de cette émission. Mais... C'est vrai. C'est vrai, et d'autant que je suis un peu gêné parce que pour répondre à votre question, je vais citer le livre de Sergueï parce que justement, il parle de ça dans son bouquin et dans les extraits d'ailleurs qu'on a publiés dans le Figaro Magazine où, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'assassiner Poutine. Sauf que c'est un homme qui a un goût, une obsession presque maladive de la sécurité, y compris sécurité sanitaire. D'ailleurs, on se souvient de cette immense table au bout de laquelle il avait reçu Emmanuel Macron. Il est paranoïaque. Donc, si je pense que ce qu'on a dit dans Newsweek est vrai, c'est-à-dire, 1, il est malade, 2, il y a eu une tentative d'assassinat, c'est pas du tout de nature à nous rendre optimistes. 1, parce que s'il y a effectivement eu des tentatives d'assassinat, il doit être protégé comme il ne l'a jamais été, et Dieu sait qu'il a les moyens de mettre autour de lui une protection énorme. 2, s'il est vraiment malade et qu'il ne veut rien montrer, ça veut dire qu'il ne veut rien lâcher. Ça veut dire, quand vous êtes malade et que vous êtes dans un poste à responsabilité, vous n'avez pas 36 solutions. Ou bien vous dites, il faut que je me retire et vous démissionnez, ou bien vous êtes dans le déni complet, comme était Mitterrand jusqu'à la fin, et vous ne lâchez rien, au contraire, et vous vous isolez encore plus, et vous n'êtes entouré que de vos fidèles, parce que vous vous sentez quelque part fragilisé. Donc, même si ces nouvelles sont spectaculaires, je ne pense pas qu'elles soient de nature à annoncer un changement de régime imminent au Kremlin. Christian Maigrelis, vous qui avez bien connu l'Union soviétique, est-ce qu'il y a du soviétisme dans cette Russie poutinienne et dans le comportement de Poutine lui-même? Est-ce qu'il y a une dimension soviétique? Est-ce que finalement tout ça fonctionne un peu comme dans les années 80? Eh bien, je retrouve un petit peu ce que j'ai connu dans les années 80-90. Il y a, à mon avis, un relent de soviétisme qui revient à la surface après 30 ans, alors que nous pensions qu'au bout de 10 ans ou 15 ans, on l'aurait oublié. Eh bien, pas du tout. Ça revient actuellement, mais ça revient d'une façon pire, parce qu'à l'époque du soviétisme, il y avait un parti communiste. Et ce parti communiste avait un bureau permanent, et le premier secrétaire devait suivre les instructions du bureau permanent. Enfin, il fallait qu'il y ait unanimité. En Chine, par exemple, on parle des 7 dieux, parce que le bureau permanent, c'est 7 personnes, et il faut que Xi soit d'accord avec les 6 autres. Donc, il y avait
une sorte de contrepoids du pouvoir. On pouvait liquider, comme le disait, on a liquidé Khrouchtchev après l'échec des fusées, l'échec de Cuba. Il a été liquidé. Enfin, il a été démissionné. Bon, eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas ce frein-là. Il n'y a pas de parti. Vous êtes en train de me dire que avec le Parti communiste d'Union soviétique, c'était presque plus démocratique qu'aujourd'hui. Absolument. On est d'accord. On est d'accord. Et même sur le plan international, il y avait des voies de communication qui existaient. Il y avait des communications entre chefs d'État, entre scientifiques, entre même scientifiques nucléaires. On avait, surtout à la fin de l'époque soviétique, quand on avait lancé tous les projets de désarmement, il y avait une communication entre les deux blocs qui était bien ancrés, bien conscients de leur rôle respectif dans le monde. Et aujourd'hui, on est un peu en train de réécrire les rôles de chacun. Le rôle de la Russie se réécrit et se renferme sur elle-même. Et à moins de contact avec l'extérieur que surtout vers la fin de l'époque soviétique. Donc c'est plus dangereux aussi sur le plan international à cause de cet isolement dans lequel la Russie est en train de se retirer. Et même d'ailleurs très offensive vis-à-vis de l'Occident. On voulait vous montrer cette séquence toujours à la télé russe parce qu'on se pose la question, est-ce que Vladimir Poutine est rationnel? Est-ce qu'il va se contenter du Donbass? Écoutez en tout cas ce que disent les journalistes, les éditorialistes à la télé russe. Eux, ils parlent carrément de Troisième Guerre mondiale, c'est de la folie. Mais c'est aussi révélateur de la télé russe certaine façon de penser. La chaîne numéro 1, Adin, c'est de la folie pure. Mon fils est installé là-bas, il la regarde, et il me dit, mais où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'on va? Illustration donc de la folie à la télé. On n'arrive même pas à la regarder.